Santé. Alors, Pascale Bourgeois, elle est chargée de cours au département d'éducation et de pédagogie de l'UQAM. On la reçoit de temps en temps à l'émission parce qu'elle écrit souvent des lettres ouvertes où elle critique souvent avec humour certaines dérives dans le domaine de l'éducation. Et là, dans son dernier texte qui est disponible dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, sur le site Internet, elle dit, est-ce que l'école est encore un lieu d'éducation ou est-ce qu'elle est progressivement devenue un lieu de prestation de services? Je vais vous lire un extrait de sa lettre. Au fil du temps, l'école s'est progressivement transformée en prestataire de services sociaux. Bien plus qu'un lieu d'instruction, elle fonctionne désormais comme un CLSC. On y trouve des psychologues, des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs, des guides de l'élève, des intervenants en toxicomanie, des infirmières qui sont maintenant légion. Et elle dit, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? Il me semble que le rôle de l'école, c'est former des individus capables de se tenir debout dans le monde. Ce n'est pas transformer la jeunesse en bénéficiaire de services sociaux. Elle est avec nous, Pascale Bourgeois, bonjour. Salut Richard, comment ça va? Ben ça va très bien. Puis tu dis dans ton texte, Pascal, que on fait des coupures, des compressions, on n'a pas d'argent, etc. Sauf que au lieu de on coupe dans l'essentiel, c'est-à-dire les cours, l'éducation, l'aide aux élèves. Mais par contre, quand c'est le temps là, d'enrober tout ça, de toutes sortes de psychoéducateurs, là, finalement, on a de l'argent. Et tu te demandes si c'est vraiment la mission de l'école, Pascal. En fait, on ne coupe pas en éducation, on investit toujours plus en éducation. Okay. Il y a un récent rapport qui montrait qu'on avait une augmentation de plus de 57% dans les dernières années dans nos investissements en éducation. Mais ce qu'on entend continuellement, c'est on réclame d'investir davantage parce qu'on dit qu'on n'a pas les ressources pour répondre aux besoins, pour répondre aux exigences aussi qu'on a envers l'éducation. Puis je suis sensible à ces revendications-là parce que c'est vrai que ces exigences-là sont très élevées et c'est justement ces exigences-là que j'aimerais qu'on remette en question. En fait, est-ce que c'est le rôle de l'école de fournir un accompagnement individualisé pour le développement personnel de chaque enfant? Est-ce que c'est à l'école de prendre en charge chaque enfant puis de s'assurer de sa santé mentale, de son bien-être, de son épanouissement? Je pense que les parents aussi envoient de plus en plus leurs enfants à l'école dans la perspective qu'ils reçoivent des services. Et jadis, l'école était conçue comme un lieu, un espace transitoire, où on apprenait tranquillement à faire nos premiers pas dans la société, à trouver notre place dans le monde, à partir à la conquête de notre indépendance. Et on allait à l'école pour recevoir une formation intellectuelle, mais aussi pour se mesurer à soi-même, aux autres, pour se décentrer. Mais là, avec les changements qu'on a vus dans les dernières années en éducation, là, c'est complètement autre chose qu'on exige de l'éducation. Donc, c'est pour répondre à ces exigences-là qu'on demande toujours plus de personnel de soutien. Mais est-ce que c'est de ça dont on a besoin? Moi, je pense qu'il y a des effets aussi contre-productifs à ces approches-là en éducation qui contribuent paradoxalement à faire en sorte que nos élèves sont plus en difficulté et deviennent dépendants aussi de ces services, de ces ressources-là, plutôt que d'apprendre à devenir des personnes responsables, autonomes, indépendantes. Ça me fait penser au dernier au spectacle que présentait, c'est son premier one-man show, à José Godette. Il parle à son fils, José Godette, puis il dit, toi, là, si tu étais allé à mon école dans les années 70-80, tu n'aurais pas toffé 5 minutes. T'aurais pas duré 5 minutes parce qu'il dit, il critique un peu l'école en disant que, tu sais, on enrobe les enfants dans du papier bulle, puis on leur fait attention à l'estime de soi, puis leur susceptibilité, puis leur sensibilité, etc. Puis on devrait peut-être revenir à la mission première de l'école, c'est instruire, c'est-à-dire, tu sais, compter, lire, écrire, la mission, mais là, non, on a toutes sortes de missions sociales, il faut protéger les jeunes contre, je sais pas, le sexisme, le racisme, leur angoisse, leur anxiété, etc., puis qu'on perd peut-être de vue la mission première de l'école qui est d'instruire.
Ben, c'est ce que je pense. En fait, peut-être que son fils aurait mieux Ben réussi oui. dans un système qui se serait un peu moins soucié de son bien-être, parce que c'est ça le paradoxe. Personne n'est contre la vertu, personne n'est contre le bien-être. Je suis pas en train de défendre une éducation qui ne permet pas aux jeunes de s'épanouir, mais au contraire, je pense que c'est en se décentrant de soi-même et en se concentrant sur autre chose que sur son ressenti, sur son bien-être psychologique, que finalement on atteint un plus grand degré de bien-être. C'est souvent quand on est occupé à autre chose qu'on se sent Ben, le mieux. Hein. Plus on nous rapporte à nos émotions, à notre ressenti, à nos angoisses, ben moins on se sent bien. Donc, je pense qu'on a oublié les vertus millénaires des disciplines scolaires qui nous apprennent un paquet de choses et qui nous permettent de discipliner notre corps, notre ben, esprit, notre cœur. Là. Et je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait les films de John Hughes là, qui étaient très, très, très populaires auprès des jeunes, des films comme Breakfast Club, etc., et qui montraient des jeunes dans les écoles en disant, ben, tu sais, l'école, puis c'était comme ça, moi, à la polyvalente où j'allais à Verdun, tu sais, c'était un peu comme une jungle, puis il fallait à un moment donné que tu développes des stratégies de survie à l'intérieur de l'école, faire ta place, te faire pousser une carapace, prendre ta place, etc. Et ces films-là montraient ça aux jeunes. On adorait ça. C'était tous des films qui se passaient dans des high schools avec des jeunes comédiens. Puis on allait voir ça. Puis la femme, c'était, ben, tu sais, fais-toi pousser une carapace, fais-toi pousser une coin dure, là, puis tu vas finir par trouver ta place. Mais aujourd'hui, plutôt que laisser un peu les enfants à eux-mêmes puis à se débrouiller au sein de cette école qui peut parfois être une jungle, on les protège, mais en voulant les protéger, on les aide pas. On leur coupe les ailes, en fait. Puis le philosophe Alain disait que c'est en maintenant les mêmes exigences pour tous que finalement, pouvait se révéler la personnalité de chacun. Parce que là, si on devient sa propre mesure, si finalement on adapte les exigences à chaque élève, l'élève n'a pas la possibilité de découvrir ce dont il est capable si on a les mêmes exigences pour lui que pour un autre. Il disait aussi, Alain, que l'école était un espace où on était enfin libéré de l'amour de nos parents. Et moi, je trouve que c'est quand même une image qui est très évocatrice. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut que l'école soit une extension de la vie familiale. On voudrait que l'école prenne en charge nos enfants de la même manière que nous, on s'en occupe à la maison, mais c'est pas quelque chose de souhaitable, en fait. Il faut qu'il y ait une rupture. Il faut que l'élève soit un élève parmi les autres et qu'il puisse apprendre, comme tu le dis, à faire sa place et à découvrir ce dont il est capable. Mais pour ça, il faut qu'on maintienne les exigences. Puis, malheureusement, il y a beaucoup des mesures d'accommodement, que ce soit pour la réussite scolaire ou pour le bien-être, qui ont un effet contre-productif finalement, qui vont handicaper les élèves, qui vont les encourager au lieu de dire, ben, puise dans tes ressources internes, parce que dans la vaste majorité des cas, t'as ce qu'il faut pour surmonter l'adversité, ben non, va chercher une balle anti-stress dès que tu ressens un inconfort. Puis je donne cet exemple-là parce que ma fille est revenue de l'école la semaine dernière avec une balle anti-stress. Pas une Ah fille oui. stressée, mais elle m'a dit, à la maternelle, on a donné ça à tous les amis de la classe parce que tout le monde vit du stress dans la vie. Ben certes, tout le monde vit Ben du oui. stress et la plupart du temps, on est capable de surmonter son stress seul. On n'a pas besoin d'un objet à manipuler, mais tout de suite, dès la petite enfance, on introduit ce genre de ressources-là, ce genre de mesures de soutien-là qui finalement viennent soulager les difficultés plutôt que de laisser l'enfant apprendre à les surmonter par lui-même. Donc, on nuit aux jeunes. Hum, On les rend plus anxieux, plus hum. insécures, moins débrouillards, puis ensuite on se dit, ben il faut investir plus parce qu'on a besoin de plus de personnel de soutien pour répondre à ces besoins croissants-là. Il va falloir qu'on appuie sur pause à un moment donné, puis qu'on revoie nos façons de faire, qu'on réalise peut-être, c'est difficile, c'est inconfortable, mais qu'on participe aussi à cette espèce de cercle vicieux-là. Et, Euh, et Pascal, il y voilà. a quelqu'un qui a réagi à ta lettre. Alors, c'est Caroline Desmarais, qui est psychoéducatrice. Elle a publié OK. une lettre en réponse à ta chronique. Ah, Et j'ai elle pas vu ça dit, encore. ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu ça sur le site de TVA Nouvelles. Donc, OK. elle dit opposer instruction et soutien aux élèves comme si l'un nuisait à l'autre repose sur une fausse prémisse.
Le débat ne doit pas porter sur une vision abstraite de l'école, purement scolaire. Il doit porter sur la réussite réelle des jeunes. La mission du système scolaire ne se limite pas à l'instruction. Elle comporte 2 autres volets tout aussi fondamentaux, inscrits dans la loi sur l'instruction publique, socialiser et qualifier. Ces 3 piliers créent un tout inséparable. Ce qu'il dit, c'est qu'on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. C'est-à-dire, oui, l'instruction, oui, savoir lire, savoir écrire, savoir compter, mais qu'il faut aussi prendre en charge l'angoisse, les anxiétés des élèves et leur apporter un soutien. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis d'accord jusqu'à un certain point, dans le sens où, à la petite enfance, c'est sûr qu'on va avoir un peu plus d'attention portée. L'éducation va être un peu plus proche de ce qui se passe à la maison. Il y a une transition qui doit s'opérer, mais bon, puis dans ce qu'elle a dit, il y a plusieurs choses, là, parce que moi, je crois qu'il y a des vertus dans les disciplines scolaires, c'est-à-dire que je crois qu'on peut développer, on se développe et on apprend à s'épanouir à travers l'exercice, à travers la pratique. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié, on a perdu confiance en ça, puis on pense qu'on doit faire des choses un peu périphériques à ça pour maintenir les élèves motivés, etc. Mais ensuite, les mesures qu'on met en place pour soutenir les élèves, ben il faut qu'ils fonctionnent et qu'ils permettent aux élèves de réussir. Et moi, je trouve ça, il faut qu'on prenne conscience. On a des étudiants à l'université qui demandent encore de passer des examens dans des salles isolées, assis sur des ballons, en écoutant de la musique, en tenant leur pluche dans leurs mains. Puis ça a l'air caricatural ce que je dis, mais j'exagère à peine, là. Je le vois, moi, j'enseigne à l'université, donc je les vois, les plans d'intervention de mes étudiants. Alors, il faut que les mesures qu'on met en place permettre de réduire un écart, par exemple, scolaire ou de pallier de soutenir, mais il faut que ce soit temporaire. Et le principe de l'autorité, en fait, c'est qu'il faut qu'il participe à sa propre dissolution. Ce qu'on veut, c'est qu'avec l'éducation qu'on donne à nos enfants, qu'ils deviennent autonomes et qu'ils n'aient plus besoin de nous. Exactement. Et là, les services qu'on met en place, on continue de les réclamer jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça ne fonctionne pas. Et en terminant, ça les prépare pas pour la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est pas un jardin de roses. La vraie vie, c'est une jungle. Et si tu les mets tout le temps dans un petit cocon tout le long de l'école, le cégep, l'université, quand ils arrivent dans la vraie vie, puis ils se font critiquer par leur patron ou ils ont des collègues qui les aiment pas, soudainement, ils n'ont pas les outils nécessaires pour naviguer dans ce monde-là, qui n'est pas un monde de calinours et de licornes. Merci. Moi, j'aime bien reprendre, excuse-moi, l'expression de Mathieu Bock-Côté concernant l'immigration, mais c'est la même chose pour nos élèves. Je trouve qu'il y a une inversion du devoir d'intégration à l'école aujourd'hui. Ce n'est plus à l'élève, aux jeunes générations, à s'intégrer à un monde qu'ils vont partager avec les autres générations, mais c'est au monde entier à s'adapter à chaque personne. Ça ne fonctionne pas quand on arrive dans la réalité, là. Et on le voit, on en voit les conséquences. Lire le texte de Pascal Bourgeois dans la section Faites la différence. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée. Bien, merci à toi. Salut. Bonne journée. Bye-bye.